Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, puisqu'en dépit des angoisses, la vie continue, la radio doit en faire de même. Alors, permettez-moi de vous présenter mes invités. Il a le gosier plus profond que la morale et le foie encore plus gros que les mots. Jean-Jacques Perroni. Il a choisi pour enseigne de son théâtre les deux ânes afin de disposer entre deux sex shops du double symbole de la puissance sexuelle, Jacques Maillot. Il promène son petit commerce de vacherie au hasard des galas et des régimes, Bernard Mabille. Elle a refusé à Berlusconi le ministère du Charme, Amanda Lear. Il peut se mettre en colère contre n'importe quel abus à condition d'être prévenu 15 secondes à l'avance, Michel Galabru. Et puis notre invité d'honneur. Il fut longtemps des nôtres avant de se consacrer tout entier à sa vocation d'autodidacte érudit, Robert Sabatier. Robert Sabatier, croyez-vous à la poésie sans rime? Oui, bien sûr. Les gens de lettres sont-ils plus aimables avec vous chaque année au mois d'octobre? Pas précisément, d'ailleurs j'en rencontre très peu. Oui, mais enfin, ils sont aimables dans les dédicaces de leurs romans. Voilà. Ah. Oui, donc le nombre de vos admirateurs est plus important en cette période de l'année. Et oui, ensuite le prix Goncourt est décerné. Alors, comme disait Dorgelès imitant Louis XIV, sur 100 auteurs, ça nous fait 99,5 et un ingrat. C'est lui qui a le prix. Voyez-vous le talent d'un romancier dès la première page? Oui. Dès les premiers mots... Donc ça dispense souvent de la lecture de la deuxième. Je vais en lire 2, 3, 4, 10, je vais feuilleter. Ah, vous allez jusqu'à 10 pages Ah parfois. oui, non, mais alors parfois... Qu'est-ce qu'il est consciencieux? Il y a toujours un moment où le livre pèse lourd entre mes mains et me tombe des mains. Mais il y a beaucoup de bons livres aussi, heureusement. Regrettez-vous aujourd'hui, ou comme disent les gens très jeunes, le temps vous est compté, d'avoir consacré tant d'instants précieux à ce qui ne constitue que le simulacre de la reproduction? mais pourquoi vous parlez au passé? De toute façon, les instants consacrés, ils restent, et je peux dire que dans ce domaine, vous avez fait le plus gros. Hein. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Simplement, en écriture, il ne faut pas avoir un style pompier. Moi, ce week-end, j'ai presque fait l'amour tous les jours. Presque le samedi et presque le dimanche. Vous savez, moi, je m'amuse bien à l'Académie Goncourt. Hein. Sauf le jour du prix, on se dispute. Mais autrement, ça va. Ah oui, puis alors, dites donc, vous choisissez pas toujours le meilleur bouquin ni le plus lisible. Hein. Oui, mais ça, je le déplore. Oui. Ah oui. Qui c'est qui tiendrait la corde en ce moment? Pardon? Qui c'est qui tiendrait la corde en ce moment? Il y en a 3 ou 4 qui sont là. Loana? On va voir. Elle est hors concours, Loana. Alors, Loana, voyons tout de suite Loana, parce que elle fait ce matin... Elle va avoir le prix Noël ma mère. J'aime bien quand Philippe dit « elle fait ce matin ». J'espère qu'elle fait tous les jours. Oh, monsieur Robert. Non, je veux dire que Loana, en ce lundi matin, remplace la regrettée Mazarine, qui enchantait nos débuts de semaine. Elle est dans elle? Elle est dans elle? Mais vous êtes plus triste qu'avant, hein, depuis qu'elle a arrêté. Écoutez, c'est plus... Là, je venais le lundi matin au bureau, réjoui. J'avais lu mon Mazarine Pinjot, j'étais plus le même. Alors aujourd'hui, il y a Loana.
avec ses bonnes feuilles, enfin c'est elle qui le dit. Ah oui. Alors, le récit de l'enfance de Loana, c'est un chapitre des Misérables. On dirait du Jean-Luc Lahaye. En plus triste encore. Elle parle de son père qui frappait sa mère jusqu'au sang. Mais elle dit que ça n'a jamais été comparable aux photos affreuses où on voit dans les journaux des femmes au visage déformé par les coups. Non, elle était en sang seulement. Pas grave, quoi. Peut-être pas au visage. Oui, ça se voyait moins. Ensuite, un jour, elle a surpris sa maman sur le balcon. Avec Chirac. Avec Chirac. Non. Qui s'apprêtait à tirer. À tirer sur son père avec un fusil de chasse. Et puis alors la maman est partie. Pas le coup, la maman. La maman, oui. Oui, heureusement, bon, le père lui a arraché le fusil, il l'a piétiné, on n'en a plus parlé de rien. La maman est partie. Et ensuite, elle a vécu avec son papa, Loana, qui lui répétait tous les matins: tu seras comme ta mère, une pute. C'était les... Mais alors, il y a des velléités littéraires. On ne sait pas d'ailleurs si c'est à Loana qu'on les doit. Elle dit qu'elle l'a écrit écrit toute seule. Moi, c'est une histoire qui m'émeut dans le sens ruminant du terme. Non, celui qui l'a écrit, c'est un journaliste de François, je crois qu'il s'appelle Monsieur Kervéan. Oui, on va tâcher de l'avoir au téléphone d'ailleurs. Elle l'a répudié, paraît-il. Ah bon? Non, elle a répudié le premier parce qu'il avait fait quelque chose qui ne correspondait pas à son tempérament ni à ce qu'elle voulait dire. Ensuite, elle a passé une partie de ses nuits, enfin, celle qui était disponible, à se mettre à l'ouvrage elle-même. Elle a réécrit certains passages. Alors, je voudrais, pour terminer, parce qu'on va pas passer la nuit sur Loana, je voudrais, pour terminer, vous citer le passage qui m'a paru littérairement majeur dans ce qui n'est qu'une première œuvre, mais il y en aura d'autres sûrement. C'est la dernière lettre qu'elle a écrite à son premier amour qui s'appelait Guanaël. Mais c'était en 97, ce qui explique qu'on n'ait pas vu ça à la télé. Voilà. La nuit nous enveloppait de son épais manteau, comme pour nous protéger du regard des curieux. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Hein, monsieur Michel? C'est magnifique. C'est magnifique d'épaisseur. L'épais manteau de la nuit, ça me dit quelque chose quand même. Hein? Oui, on l'a lu souvent, ça. Oui. Dans les feuilletons. Ah oui. Ça, Jean-Pierre Coff, l'épée, il l'écrit en 2 mots, lui. Non, mais on n'a pas envie de faire des lectures publiques d'un livre comme ça? Si, on pourrait être drôle avec ça, oui, c'est... Pour montrer aux jeunes gens d'une classe de français tout ce qu'il ne faut pas faire, par exemple. Oui, tout à fait, oui. Dans les laiteries, par exemple, pour améliorer la production des vaches. C'était un par-dessus. En tout cas, en Italie, la deuxième édition donc de Loft a démarré et ça marche pas du tout. Ça marche pas. Autant la première a fait un tabac comme en France, la deuxième ne marche pas du tout. Non, mais il y en a une qui se passe dans une île, là. Ah oui, où ça, ils c'est bouffent les des vers, aventuriers. c'est dégueulasse. Ça, c'est fini, monsieur Michel. C'est fini déjà. C'est fini. Non, mais on ne s'y est pas intéressé, hein, ça n'a... Non, pas la même chose. Non, c'est curieux, oui. Quoique la dégustation des vers blancs n'était pas inintéressante. Ah ouais, J'ai raté. Quand on voit Lipitz, on a envie de manger des vers. Hein. Les grosses têtes jusqu'à 18h, Bernard Mabille, Amande Dalire, Michel Galabru, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et invité d'honneur aujourd'hui de Philippe Bouvard, Robert Sabatier. J'ai eu la curiosité de regarder tous les titres qui avaient précédé la grande rencontre qui réjouissait tout le monde à l'avance des footballeurs français et des footballeurs algériens. Ah, dites donc. France-Algérie, enfin, disait l'Humanité Hebdo. L'équipe, alors c'était dithyrambique, toute la page. Ne dites pas ça. Et puis finalement, ça a mal tourné parce que... c'est stupide parce qu'ils ont finalement envahi la pelouse parce que l'Algérie perdait. Vous imaginez à l'Olympique de Marseille, si à chaque fois que l'OM perd, ils envahissent la pelouse, ils vont jouer 10 minutes à chaque fois, hein, pas plus.
Ils ont même plus besoin d'avoir de gradins. C'est peut-être Mauresmo qui aimerait qu'on envahisse la pelouse. Ah oui. C'est élégant, ça, c'est élégant. Et il y a un représentant de la FIFA, vous la connaissez, la FIFA, Ah, la FIFA, Josette FIFA, oui. qui a dit « L'avenir du football est féminin ». Voilà. D'ailleurs, le nombre de femmes ayant le ballon est très supérieur à celui des hommes bénéficiaires d'une passe. Il y a bien des cochonnes à qui on marquerait un but, hein. Ouais, surtout dans la lucarne. Une première citation, car nous sommes restés culturels, monsieur Sabatier. Mais j'écoute seulement, je sais. Une première citation que nous devons à Madame Amorin de Nantes. Quel peintre a-t-il dit ? J'admets que les gens aiment la peinture abstraite, mais je comprends pas qu'ils ne la fassent pas eux-mêmes, ça leur coûterait moins cher. C'était un peintre abstrait qui avait Oh non, tout ce qu'il y a de plus figuratif. Et on lui a assez reproché. Le douanier Rousseau? Non, c'est un peu plus récent, encore que disparu. Ripollin. Ils étaient trois. Ils étaient trois, Ripollin, oui. Bernard Buffet? Bernard Buffet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bien sûr que si, vous avez le droit de répondre. Alors Bernard Buffet. Et vous, Amanda, qui représentez les J'étais arts très plastiques. étonnée. Il y a une quinzaine de jours, j'étais à Rome, au Vatican, et il y avait Toujours avec le Saint-Père. et j'ai vu 3 grandes toiles de Bernard Buffet. Ça m'a beaucoup étonné. Dans le Vatican même, il y avait 3 grandes toiles qui représentaient, je sais pas, Sainte Véronique, les Saintes Femmes, quelque chose comme ça, un sujet religieux, mais belles d'ailleurs, 3 très grandes. Un peu famélique, sûrement. Ah oui, des femmes très décharnées, très. Oui. très longues. Ah oui. Non, mais ça m'a étonné de les trouver là. Parce Les que- Buffets, c'est pas des Renoirs, hein. D'ailleurs, Ni des Rubens. Marie-Georges Buffet est très décharnée elle-même. Oh, elle a mauvaise mine depuis la rencontre du Stade de France. Elle est pas en bon état, c'est- Elle dit, faut pas dramatiser, mais elle fait une pâle gueule. Hein. Ah oui, Elle a pris un star, quand On même. dirait une colonne de Buren avec un seul barreau. oui. Elle s'est pris une canette. Parmi les bonnes nouvelles, il y en a une qui concerne Jean-Jacques Perroni. Allons donc. On est en train de reprendre la culture de l'absinthe Oui, j'étais du au côté courant. de J'étais au Pontarlier. courant. Oui. Et j'ai pensé que ça allait vous donner certainement beaucoup de satisfaction. Bien sûr, et surtout que je ne conduis pas, moi. C'est vrai. Je peux faire le plein tout le temps. On va te fournir les petits sucres, hein, parce qu'il faut un J'ai les sucre. cuillères, j'ai les fourchettes. Le petit sucre et la cuillère spéciale. Hein. Je les ai. Ouais. Eh oui. Alors, il faut en boire beaucoup pour devenir fou ou juste un Je sais pas, je te dirai ça dans quelques années. Alfred Jarry en avait bu Oui. pas mal. Hein. Verlaine aussi. Ah oui. La fée verte. Oui, tout La fée verte, on Oui, l'appelait, oui, oui. 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 Alors, il y a un décret de 1998 qui a autorisé de nouveau les boissons à base d'absinthe. Enfin, Mais je sous crois réserve qu'ils quand ont même isolé- certaines précautions. Ils ont isolé ce qui rendait fou, en fait. c'est Je crois ça, c'est- qu'ils ont réussi à enlever On ce peut qui acheter faisait une son bouteille charme. quoi. d'absinthe aujourd'hui, Voilà. mais il n'y a rien dedans, quoi. Voilà. Mais on pouvait l'acheter déjà en Andorre. Hein. Avec tout dedans? Oui, avec tout dedans. Mais on l'achetait en pharmacie, ça. Les types le faisaient eux-mêmes, non? je Est-ce sais que je pas. dis une connerie, là? Je ne sais Non. pas. Non, il y a eu. il y a Mais eu c'est vrai Pernod en que poudre. c'était courant autrefois dans les cafés, le type avec son sucre sur le truc. Ouais. Mais ça, pourquoi ça a disparu, on sait pas. C'était pas mauvais, C'était ça. dangereux quand même. Moi, on m'avait Ça dit que rendait c'était fou. les pinardiers. Parce que les ouvriers prenaient plus facilement l'absinthe que du pinard, et les pinardiers avaient réussi à faire interdire l'absinthe. Ah oui, Bah, c'est une version Ouais, qu'on m'a puis, donnée. hein. Bon, on a supprimé la fée verte. Et résultat, on a remplacé l'absinthéisme par l'absentéisme. Ah oui, oui. Hein. Mais la fée verte, c'est Dominique Voynet. Oui. Ah ben Dominique Voynet, en ce moment, elle va d'un partenaire à l'autre. Elle est comme Loana. Hein. Elle fait de l'intérim, hein. Oh. Alors pour ma un mère, soir, elle est dans le lit de Lipitz, le lendemain dans le lit de ma mère. Ben oui, c'est ça les anesthésistes, hein. Elle pique d'un côté, elle pique de l'autre. Enfin, Et ma mère a de bonnes chances de revenir. Enfin, de revenir, parce que bon, il sera pas à l'Élysée pour autant. De servir de prothèse. Voilà. oui, c'est ça. Ma mère, t'en souviens-tu, les petits diabolomas? Et la deuxième citation vient de Murol, où gîte Monsieur Borel, qui a dit « Il en est du romantisme fiévreux
comme de la moule pas fraîche. Quand on en abuse, ça fait mal au cœur. C'est Des proches. Mais oui, c'est des proches. Bravo, monsieur Mabille. Invité d'honneur aujourd'hui, Robert Sabatier. Il y a aussi Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Michel Galabru, Bernard Mabille et Amanda Lear. Je voudrais maintenant vous faire écouter un arrêt sur son, comme nous avons l'habitude de baptiser ces retours sur le passé le plus hilarant de notre émission. Un arrêt sur le passé qui constitue une espèce de petit reportage de Jean-Yann sur la moralité dans l'hôtellerie russe. C'est plus dur de séparer les hommes et les femmes dans les hôtels russes. Hein. Moi, j'en ai souffert de ça, monsieur. Oui. Il y avait pourtant plein de jeunes femmes au bar, seules, qui avaient l'air de s'ennuyer, qui étaient là en bas dans les hôtels russes, qui disaient, je m'ennuie, ben bon, d'accord, viens, ma grosse, je vais te consoler. Parce qu'on trouvait ça déchirant, la plainte de ces jeunes femmes essolées. J'ai un souvenir là qu'on leur donnait quelque chose à livrer, ou une machine à écrire. Elle passait pour secrétaire à ce moment-là. Ouais. C'est dur d'organiser toute une histoire de tapinage avec les gonzesses, avec des cuissards et une machine à écrire. Personne. Mais toutes les gonzesses, c'est dans la rue Saint-Denis avec une Olivetti sous le bras et tout. T'as pas envie de faire taper quelque chose, mon chéri? Et si, voilà, il se dit pas. D'abord arrivé chez Berthier. Elle vient, elle a le carbone est dans mon sac. Oui, ben c'est une belle étude de mœurs vécue de surcroît. Hein. Vous l'avez peut-être expérimenté, vous, monsieur Sabatier, dans vos voyages, non? Non. Non, Non, pas de machine à écrire. non. Non. Parce que la main-d'œuvre spécialisée ne manque plus, dit-on là-bas. Hein. Ils exportent. Ils exportent. Moi, j'étais frappé quand j'étais à Moscou. Qu'est-ce que tu voyages? Ouais. Moi, j'étais plusieurs fois à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il y en a beaucoup de filles qui sont là dans les hôtels. Belles, d'ailleurs, très, très belles. Et pour combien? Oui. Ah, je ne sais pas. Tu vois, moi, je cherchais plutôt des garçons, moi. Mais... Il y en a aussi. Il y en a aussi, oui. Ils sont très beaux, les Russes. Mais c'est toujours dans les halls d'hôtel. Hein. Elles sont là, elles attendent une chambre. Visiblement, il n'y en a plus. Alors bon. Ça veut dire que Berlitz a beaucoup sévi s'il y a tant de secrétaires dans les bars d'hôtel. Mais ça se fait maintenant, elles se vendent aussi pour les mariages. Des Américains qui viennent chercher une femme là-bas, ça c'est passionnant. Des reportages là-dessus extraordinaires. Ah, ils vont Ils chercher les choisissent partout. carrément sur catalogue. Ah oui. Puis alors on les voit, des belles filles. Mais il y en a qui se font avoir, des Américains. Ils payent, des pauvres. C'est normal Ils n'ont pas de fille au bout. Et la fille ne vient pas. Il a même avancé de l'argent pour le voyage, elle n'est pas venue. Oh là là. La salope. Terrible. Hein, ça. Oh, c'est normal qu'il y ait un port dû pour les vieux cochons. Hein. Et c'est reparti jusqu'à 18h. Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Aujourd'hui, invité d'honneur Robert Sabatier. Une femme, Amanda Lear. Et puis, autour d'elle, Bernard Mabille, Michel Galabru, Jacques Maillot et Jean-Jacques Perroni. Alors parlons de la politique française, qui paraît dérisoire compte tenu des soubresauts qui agitent le monde, mais enfin qui fait partie de notre panorama. Il y a 5 candidats communistes à la candidature qui dénoncent mais il y a tous les membres du parti, vous un voulez dire. plébiscite pour le candidat officiel Robert Hue. Disent-nous, on a autant de chances que lui. Alors il y a monsieur Grémetz qui va être notre invité d'ailleurs dans quelques jours. C'est le Jean Alési du Parti communiste. Hein. Il rentre dans les balustrades. Vous avez vu avec ça. Il y a Françoise Douchin, je connais pas. Il y a Michel Feuillebois, je connais pas non plus. Feuillebois. Il y a Grégoire Minck et Christian Palatier. Qui est bien, Palatier. Il est bien, peut-être mieux que Minck. Oui. Moi, j'ai un faible pour Palatier. Ah, toi aussi? Ah oui. Ah oui, il a un savoir-faire, ce Palatier. Vraiment, Palatier, ça. Il est formidable.
Je l'ai vu à la dernière fête de l'UMA, c'est lui qui faisait les merguez, c'était au poil. Oh là là. Palatier, oui. Moi, il m'a servi le Ricard. Oui. Il met les glaçons dans le verre, il n'y a pas une goutte qui déborde. Formidable. Et ils disent pourquoi nous, on n'aurait pas droit aussi à un peu de bonheur. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Michel, vous, du trop-plein de candidatures présidentielles? C'est-à-dire que je ne comprends pas beaucoup parce qu'ils n'ont aucune chance d'être élus. Même pas Robert Hue, alors c'est pas la peine de se battre. C'est très bien. Enfin, ils veulent se faire peut-être un petit peu de publicité. Pour émerger un peu, pour qu'on parle un peu d'eux, tout ça. Tout ça, c'est pour exister. C'est Lohana aussi, là. C'est Lohana. Oui. C'est se faire connaître, c'est le rêve de beaucoup de gens. Et pourtant. Oui, enfin là, c'est le contraire de Lohana, parce que eux, ils veulent nous baiser. Palatier, il a du boulot pour exister quand même. Heureusement qu'on est là pour parler de ce pauvre Palatier. C'est quoi son prénom déjà? Voyez, il est déjà dans les poubelles de l'histoire, comme le disait Staline. Christian Palatier. Je propose qu'on en parle tous les jours et qu'on évoque aussi l'existence de Michel Feuillebois. Oui, mais je préfère Palatier. Moi, je vais vous dire, il est beaucoup plus intégriste, Palatier. Feuillebois, il a des relents trotskistes qui... Ouais, je crois. Il est pas fort du collier. Il a un nom plutôt vert. Oui, Feuillebois. Alors que Christian Palatier, c'est quelqu'un sûrement... Il fait quoi dans la vie, Christian Palatier? Il est Christian Palatier. C'est tout. Et ça suffit amplement. Je crois qu'il est député. Ressortez le truc de la poubelle. Ressortez Palatier de la poubelle. Il est député? Non, pas encore. Pas encore. Et il le mériterait, hein. Oui, avec un nom comme ça. Est-ce qu'il y a une Madame Palatier? Attendez, il faut d'abord que Monsieur Palatier soit connu avant qu'on parle de Madame Palatier. On devrait parler de Madame Palatier aussi. Si Madame Palatier qui a dû le pousser. Peut-être. C'est une ambitieuse, Madame Palatier. Oui, c'est émouvant tout ça. Vous pensez pas, Robert Sabatier? Aussi émouvant que quand dans Le Monde, on voit une page entière sur la disparition d'un écrivain dont on soupçonnait pas qu'il pût exister. Oui. Moi, je propose que Robert Sabatier écrive la biographie de Christian Palatier. Oui. Mais moi, ou le contraire. Non, mais... On va confondre ces deux noms qui se ressemblent. Palatier, Sabatier. Oui. Ou je sais pas, de l'histoire de deux politiciens honnêtes mais désespérés, et ça s'intitulerait d'ailleurs Feuillebois et Palatier. Oui, comme Bouvard et Pécuchet. Non, mais ça pourrait être un joli roman. On peut lui faire son premier meeting à Condé-sur-Escaut, parce qu'on connaît bien. Oui. Il va faire ses courses à Super U. Oui. Tiens, une question littéraire pour vous, Monsieur Sabatier, de Monsieur Vérin de Liège. Qui fut chargé de communiquer les résultats du prix Goncourt en 1904, car les académiciens avaient refusé de recevoir les journalistes? Alors là, je vois pas... Le patron de Drouin. Alors, d'abord, c'était pas chez Drouin. C'était pas chez Drouin. C'était le maître d'hôtel. Non, c'était pas le maître d'hôtel, c'était je crois au Café de Paris que ça s'est décerné pour la première fois. La caissière. Et c'était effectivement un membre du personnel. La serveuse. Non, c'était pas la serveuse, mais c'était une femme qui avait une position élevée. La caissière du Café de Paris. Michel l'avait dit. Bonne réponse de Michel Galabru, confirmée par Bernard Mabille. La caissière. Et succès facile. De Madame Desroches de Groslet, quelle femme richissime a avoué faire l'amour avec tous ses maris ou amants en écoutant les chansons disco d'Amanda Lear? C'est Ivana Trump, c'est vrai. Eh ben oui, c'est Madame Trump, qui d'ailleurs devrait se les faire ligaturer. Voilà. Vous me l'avez enlevé de la bouche, si j'ose dire. C'est vrai, j'étais très étonné quand elle m'a dit ça. Mais dites donc, ça doit tourner les disques chez elle. La responsabilité, oui. Parce qu'elle n'est pas paresseuse sous l'homme, à ce qu'on dit. Je sais pas, comme c'est une fan, à chaque fois qu'elle a envie de... Elle prend un tube.
Est-ce que ça vous fait de l'effet quand vous réécoutez cette... Ah, moi non, pas du tout. Moi, j'écoute pas mes disques, mais j'écoute Ivana Trump, qui est une femme assez rigolote, je dois dire. Rigolote, mais chère, hein? Ah oui, elle se fait payer pour tout. Oh là les là, soirées c'est tarif, mondaines, dites là, donc. chaque fois qu'elle va à une de ces soirées où on la voit photographier, ça, pof, elle touche. Vous connaissez les premiers mots du bébé éprouvette à son père? Salut branleur. Je peux vous dire que le premier clone humain est pour dans 4 mois. Qu'est-ce qu'ils ont cloné? Parce que le chercheur italien, qui a d'ailleurs trouvé la méthode, ne s'embarrasse pas des interdits formulés par les différents gouvernements. Il a lancé son opération et dans 4 mois, il y aura un petit clone. Ah, c'est un Auguste ou le clone blanc? Il est réfugié quelque part, en secret, où il s'est monté un petit laboratoire et le jour J, il sortira Mais il son s'est cloné clone. lui-même? Non, on dit pas qui clone. Mais un clone, quoi? Quand il sort en clone, il est tout petit ou il est égal au clone qui clone? Oui, je vois ce que vous voulez dire Oui. parce que je vous connais depuis longtemps. Non, c'est un tout petit clone Un qui tout deviendra petit clone. grand. Et qui n'a pas encore le nez rouge, hein. Non, mais... L'intérêt du clonage, c'est que si on avait pu cloner Mozart, Il y on aurait pourrait deux. avoir des chiens de Mozart. Voilà. Ça serait quand même extraordinaire. Oui. Mais si on avait cloné Hitler, au fait, est-ce qu'on ne l'a pas cloné? Ce matin, il y avait dans la presse, on disait qu'il était gay. Alors, je voulais vous en parler. J'ai des précisions là-dessus. Un livre vient de paraître qui s'appelle Das Doppelleben eines Diktators. C'est-à-dire le dictateur est Vie une de grosse dictateur. tapette. Cette grosse enflure était pédée comme un phoque. Où on dit qu'il a vécu d'abord dans un foyer de garçons à Munich. Vous voyez, il était déjà à Munich. Hein. Il attendait Il attendait la Chamberlain et Daladier. Ou la fête de la bière. Et puis, il a été intégré à un cercle d'amitié masculine très orienté. Suivez la flèche. Je vous en dis pas plus. Et il semble d'ailleurs qu'il ne se soit jamais détaché complètement de sa fascination pour le sexe masculin. Encore que Eva Braun était plutôt féminine. Oui, hein. tout à fait. Mais est-ce qu'il Oui, mais il y avait des touchait gros beaucoup? chiens là à côté. Les Göring. Oui. Oh non, oh non. Vous ne croyez pas? Ça se pourrait bien. Ouais. Oui, toutes ces jeunesses en t-shirt en cuir, là. Ah bon, c'est pas, vous savez. Hein. Vous n'avez jamais été tenté, monsieur Sabatier, par les messieurs? Mais si, vous le savez bien, Bouvard. Chaque fois que vous m'invitez à déjeuner. Ça vous tente? Ah, c'est le mot. Aujourd'hui, Robert Sabatier, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Michel Galabru, Bernard Mabille et Amande Dallier sont autour de Philippe Bouvard pour les grosses têtes. Alors, Mais moi j'ai eu des propositions, monsieur. c'est pas vrai. Vous n'avez pas de complexe à vous faire, mais vous êtes beaucoup plus beau que moi, et moi, j'ai peut-être loupé Une belle une carrière. carrière. Moi, j'ai eu un grand comédien que je ne nommerai pas, bien qu'il soit disparu depuis longtemps, qui m'a dit, je me rappelle toujours, j'étais tout jeune, pensionnaire, et qu'aux Français, il y en avait quand même quelques-unes ou quelques-uns, et qui m'a dit, dans un repas à Strasbourg, je précise, laisse la porte de ta chambre ouverte et ta carrière est faite. Et vous l'avez fermé. Non, et je lui ai répondu, vous êtes à court pour vous taper des compositions. C'était pas le trou du souffleur, c'est le trou en chou-fleur. Dès qu'il y a une cochonnerie, ils sont rapides. À Strasbourg, c'est un peu normal, c'est quand même le pays de la saucisse. Un morteau, ça aurait été plus douloureux. Ça,
Oh, quoi qu'avec un peu de moutarde. Viens chez moi, je te ferai voir mon brenzel. Et c'était un grand comédien. Comment? C'était un grand comédien. Ah oui. Oh, bah, je vais pas aller plus loin. Hein. Non, mais il est mort. Mais il est mort. Mais il est mort de chagrin parce que vous lui avez refusé. Non, parce que c'est très curieux. Il est au fond du trou. Non, c'est très curieux, mais certains homos ne cherchent pas la beauté. Cherchent des gros camionneurs. Ah oui. C'est très curieux, On croit qu'ils cherchent. Ça dépend. Moi, j'ai jamais rien compris. Il y a le passif, l'actif, le trop. D'accord. Je sais pas. Mais ils cherchent pas là. Il y a là qui cherchent la beauté, qui cherchent une ressemblance efféminée. Et il y en a d'autres qui veulent le gros. Et donc, aux Français, nous étions 2 ou 3 gros. Et nous avons eu des propositions. Ils cherchent le chauffeur routier, quoi. Voilà. C'est pour ça que Bayrou prend un autobus, maintenant. Et alors, vous avez dit non à Maurice Escande. Ah, j'avais deviné aussi. Non, parce que c'était très curieux. Nous étions avec mon frère, tout jeune, on avait 15-16 ans, je sais pas, ou 17 ans, auprès du lac du Bourget, en maillot de bain, et voilà que ce grand et beau, très beau, il était très beau, magnifique ce personnage, qui devait être en tournée. Après, administrateur général de la Comédie Française. Oui, mais à cette époque-là, je vous parle d'une époque que vous n'avez pas vécue. Alors, il se promenait autour du lac du Bourget, et nous, avec mon frère, on était innocents. Et on s'est dit, ah, voilà, on a vu ce grand acteur. On était, comme un jeune, presque à lui demander un autographe. Et qu'est-ce qu'il vous dit alors? Il vous aborde en disant, vous n'avez pas vu Lamartine ou un truc comme ça, non? Non. Mais 5 ans ou 6 ans plus tard, je rentre à la Comédie Française, je faisais un cadet dans Cyrano, tous les pensionnaires, je me souviens. Un cadet, donc j'étais couché parce que c'était le siège d'Arras, on était censé crever de faim, et donc le grand Morisseau avance et dit, de ce verre, les Français mangeront, et il me donne un coup de pied. Et il dit, tu sais que tu m'as excité, toi, au lac du Bourget? Les Français mangeront, tu m'as excité, ou mourront. Il a fini le verre. Vous voyez? C'est extraordinaire, ça. Donc, cet homme avait gardé ce souvenir magnifique de moi, en maillot de bain. Vous aviez dû la guicher avec un petit maillot de bain. Non étalé. Et vous lui avez répondu, au gland, suspends ton vol. Dites donc, on s'ennuie pas dans les subventionnés, hein? Non. Jusqu'à 18h, Philippe Bouvard. Alors, permettez-moi de faire les présentations dans le studio Robert Sabatier de l'Académie Goncourt, au bout du fil Jean Dutour de l'Académie française. Ah bah dis donc, c'est du beau linge ça. Je suis très content que Robert Sabatier soit là. D'abord pour le remercier de m'avoir envoyé Diogène, que j'ai absolument dévoré. Et c'est pas mal parce qu'il y a 500 pages. Bravo d'avoir écrit Diogène. Ah bah non, alors là, Jean Dutour, je suis très très touché. Ah non, c'est très épatant Diogène, hein. C'est vraiment un livre somme, ça. Oh bah alors, allez, ça suffit. J'ai assez dit bien tu es un confrère, là, comme ça. Hein. Ah oui, c'est rare que Dutour. C'est très rare, très rare que je dise d'un confrère. Oui, et d'un confrère vivant de surcroît. Oui, pas d'un confrère vivant. Non, mais je suis ému. Ça ne se produit jamais. Alors, je ne vais pas au-delà. C'était M. Galabru qui a raconté son histoire du lac du Bourget. Oui. C'est drôle. C'est drôle, hein. Oh là là, qui devait être mignon en maillot de bain à 15 ans. Je me sens tout à coup une réincarnation de Maurice Escande. Alors, M. Galabru, vous étiez exquis dans La Sentinelle endormie. Oui. C'est un film que j'ai vu au moins 15 fois. Oui, c'était un film charmant, de Noël. Oui, c'est pas moi qui compte, là, mais le sujet était charmant, était traité avec une... Bon, pardonnez-moi d'interrompre
ce flux. Et pourquoi est-ce que vous interrompez? On est bien là tous les deux à parler. Mais oui. Non, mais pour une fois que Galabru me téléphone, c'est pas tellement fréquent. Écoutez, il y a tellement de gentillesses qui sont échangées depuis 2 minutes que j'appréhende que nos auditeurs changent de station parce que ils ne reconnaissent pas les grosses têtes. Vous savez, on est là pour se dire nos 4 vérités, hein. Les 4 vérités. Eh bien, c'en est une, celle-là. Bah oui, j'en ai une. J'en ai même plusieurs. Alors, monsieur Dutour. Oui, monsieur Bouvard. Veuillez, je vous prie. Monsieur Bouvard, vous êtes chiant, hein. là, vraiment, vous êtes désagréable, hein. Veuillez, je vous prie, monsieur Dutour. Non. Répondre à cette question de madame Fontaine. Ouais. Quel est le nom du champ situé aux environs de Jérusalem? Le champ du crâne. Acheté avec les 30 deniers de la trahison de Judas pour servir de sépulture aux étrangers et qui signifie en hébreu le champ du crâne. Champ de sang. Ah oui, et vous voulez le nom hébreu de ça? Oui, de préférence. Enfin, oui. pas moi, mais madame Fontaine préférerait. Mais oh là là. Ah oui. Personne ne peut m'aider là, non? Ah, c'est plus difficile que de dire du bien à un confrère. Alors là, vous me cherchez des querelles, vous me cherchez des bouts, hein, là. Ah, mais je le sais, là, il est pas loin, ce mot hébreu. Il est pas loin, vous voulez dire qu'il est sur la 2e étagère de votre bibliothèque? Oh, c'est intelligent, ça. C'est intelligent. Oh, bah ça va vite, hein. Ah oui, ça c'est le facteur qui repart avec le mandat des grosses têtes, hein. Mais je vous ai... Mais on le connaît? On le connaît? Non. Oui, je ne sais pas, parce que vous connaissez beaucoup de choses. Monsieur Sabatier aussi. Je ne sais pas, ça commence par quelle lettre? Par un H. C'est un mot hébreu. Avanagila. Non, Avanagila. Havana. Eh bien, le facteur fait demi-tour et il va aller chez madame Fontaine avec son mandat de 150 €. Le champ se nommait Aceldama. Mais je vous l'ai dit. Il l'a dit. Non, il l'a pas dit. Non, vous l'avez pensé, mais vous l'avez pas dit. Ah, je sais pas, dans ce cas-là, le règlement prévoit pas quand on pense très fort. Quand on pense très fort, si ça compte aussi. Si je l'ai pas dit, c'est tout à fait bizarre. C'est peut-être qu'on a sonné à la porte, comme d'habitude, quand on parle. Qu'il est drôle. Qu'il est amusant. Vous savez, mon petit Poupounet, que je ne vous appellerai plus Poupounet si vous continuez à me tripoter comme ça. Deuxième question de madame Natier de Dieppe. Au 19e siècle, qu'est-ce que les surréalistes appelaient un cadavre exquis? C'était une série de... Mais oui, c'était des paroles qui devaient s'enchaîner selon que l'un écrivait à la suite de l'autre. Voilà. Mais c'est pas... D'abord, le surréalisme n'existait pas au 19e siècle, je vous signale. Mais au 20e. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, enfin, à la fin du 19e, quand même. Pas du tout. Le surréalisme est apparu comme ça vers 1910, 20. Ah oui, c'est Apollinaire qui a inventé le mot. Oui, c'est Apollinaire. Ah oui. Mais il y a une manière de faire le cadavre exquis. Chacun écrit une phrase, on plie le papier, voilà, et l'autre fait un autre mot. Mais alors pourquoi cadavre? Ah bah ça c'est le surréalisme. Bah oui, cadavre exquis. C'était le résultat d'un... Bon, est-ce que je dois considérer comme une bonne réponse ce qui finalement a été répondu à une mauvaise question? Puisque les surréalistes n'avaient rien à voir dans l'histoire. Oh oui, quand même. Oui. Alors bravo Jean Dutour et à demain. Philippe Bouvard et ses grosses têtes aujourd'hui, qui sont Bernard Mabille, Michel Galabru, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, invité d'honneur Robert Sabatier et Amande Dallier. J'ai trouvé dans un journal, enfin dans un périodique, une lettre qui dit « Je suis amoureuse de José Bové, dont vous ne parlez jamais ». C'est vrai qu'on ne le voit jamais au bord d'une piscine, un verre à la main, une jolie fille à ses côtés, mais je rêve de lui tripoter les moustaches, de lui faire guili-guili sous le menton ou inversement. Il a toujours une pipe, hein. Oui, c'est signé Maurice Escande. Comment ça, inversement? C'est-à-dire qu'elle rêve de se faire tripoter les moustaches? Elle rêve de lui faire des guili-guili sous les moustaches ou de lui tripoter le menton, ce qui va guère plus loin d'ailleurs. Hein. Et il a du charme. Et puis là, je pense que la moustache peut encore exciter. La moustache, c'est très sexy.
Ah oui. Ça, vous le trouvez? Bien sûr, ça chatouille, oui, c'est vrai. Ça fait velcro des fois aussi. Ah oui. Ça chatouille. Ah, je ne sais pas, moi. Vous êtes les hommes à moustache, Amanda, vous plaisent? Non, pas forcément, mais enfin, il y en a pas seulement la moustache, c'est-à-dire l'homme un peu mal rasé. Ce côté un peu râpeux, c'est assez excitant. Oui, c'est la mode d'ailleurs Oui, c'est maintenant. vrai. Oui, c'est la mode. Gainsbourg avait lancé ça il y a longtemps. Non, on se rase le crâne et puis on se laisse pousser un peu. Tous les joueurs de football, vous pouvez le remarquer, ils ne sont pas rasés. Ils sont rasés tous les 2 jours, quoi. Une moustache qui mange un McDo, ça fait un peu extrait de film porno. Hein. Enfin, il vaut mieux un homme à moustache qu'une moustache sans homme, hein, finalement. Oui, ça ne sert pas à grand-chose, en effet. Mais un homme à moustache, c'est pas... Ça a un côté un peu voyou, comme ça on se dit... Mais attendez, durant le baiser, qui est un des actes amoureux, au moins le préliminaire, enfin, avant, est-ce qu'il n'y a pas une petite appréhension de se faire chatouiller par des poils qui vous appartiennent pas? Justement, c'est ça qui est excitant. Souvent, il reste leur pas de la veille. Oui, il y a des nouilles dégueulasses. C'est ça. Hein? Ah oui, peut-être alors pour une femme gastronome. Oui. Tiens, je t'ai apporté les restes. Non, puis ça dépend où il vous embrasse aussi. Ah oui, bien entendu. Oui, ça doit irriter, moi. S'il a une grande moustache, il peut choper les 200 en même temps. Vous avez porté la moustache, vous, monsieur Galabru? Oui, non, mais pour un film, oui, avec la moustache et la barbe. Et c'était très curieux. Parce que je l'ai laissé pousser, on m'avait demandé de le laisser pousser. Tous les comédiens ont ça un jour ou l'autre. Et ça m'énervait parce que quand on bouffe, c'est très emmerdant. Il reste toujours, un petit reste de nourriture. Si vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Alors il faut se brosser un petit peu, quoi. Non, ça ne me plaît pas du tout. Moi, je peux pas me laisser pousser à barbe parce que j'ai une barbe de jardinier. Les chiens peuvent pisser dans les allées. Ouais. C'est pas très... Non, c'est vrai, c'est pas très fourni. Je connaissais pas l'expression, mais Barbe de jardinier. Et vous, monsieur Sabatier? Non, tout à coup, il me revient une expression, je pense que Péronique doit connaître, une expression argotique de mon enfance. On disait, il a un revolver à moustache. Ah, je connaissais. Qu'est-ce que ça veut dire? Le revolver à moustache. Le revolver à moustache, c'est plus bas, hein? Oui, voilà. Ah oui. À Strasbourg, ils ont la saucisse à moustache. Dans l'actualité plus angoissante, moins légère, il y a évidemment la participation française à l'opération d'assainissement lancée par les États-Unis. Bon, le fait que le Charles de Gaulle ne sera pas disponible avant le mois de décembre. Ah oui. Non, mais c'est un bateau fixe. Il faut que les Américains le sachent. C'est un bateau qui a été construit pour défendre Toulon. Donc il est à Toulon, il y reste. Ils auraient pu attendre un peu, oui. Là, il a quand même 2 à 3 mois de retard et on aurait aimé peut-être qu'il soit présent sur les théâtres d'opération. On n'a qu'à demander aux Américains de nous le réparer, ce sera mieux fait, fatalement. En revanche... on a 10 avions de près, quand même. Il y a combien? 10 avions de près. Oui, hein. et 3 ULM. Oui, c'est ça. On rigole pas, nous. Et un deltaplane. On rigole pas. Ils ont intérêt à faire gaffe, les talibans. Je veux dire. Oui. On est surpuissants, on peut leur envoyer 4 pédalos et tout, ils vont pas être fiers. Hein. Faut se méfier, à Kaboul, c'est souvent marée basse quand même. En revanche, le nouveau commandant de la force multinationale de l'OTAN au Kosovo est un Français. Il s'appelle comment? Le général Marcel Valentin, qui est arrivé d'ailleurs avec une tenue camouflée. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu, il est reparti comme il est Pas de décoration, pas d'étoiles, et il a dit... La soupe est bonne. Non, il a dit il ne faut pas se transformer en sapin de Noël. La première fois qu'un officier général utilise cette expression. Mais en revanche, il est arrivé avec sa tortue. Oui, il a une tortue. En peluche ou une vraie? Non, une vraie tortue qui se prénomme Pénélope. Ah, tiens donc. Et comme sa femme avait manifesté l'intention de voyager pendant sa mission au Kosovo, s'est dit Pénélope va rester toute seule au logis. Elle va faire tapisserie. Et donc je vais l'emmener au Kosovo. Elle connaissait pas le Kosovo, Pénélope. Ça lui fait du bien la tortue, elle voit du pays comme ça. Et puis s'il y a des salades, elle s'en occupera.
Les grosses têtes. Il y a un scandale religieux qui vient d'éclater à Lomé. La police togolaise a découvert chez un pasteur une bosse de bossu, des œufs de vautour, des pattes de hyène et une peau de panthère qui atteste que cet ecclésiastique recourait au sortilège. Ah, oui. Et comment mais la bosse de bossu, oui, ça porte bonheur, ça. Mais comment prendre une bosse à un bossu? Ah bah avec un ouvre-boîte. Ah oui, oui. Il paraît que ça porte bonheur de toucher la bosse. Ah, oui. Comme le moi, dès que je vois une bosse, je la touche. Ouais. Ah oui? Ah, viens voir. Dites donc, une question de showbiz, là, de Madame Robin de Marseille. Quel fut le premier métier de Pierre Vassiliou? Jockey. Oui, jockey. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bernard, mais comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Parce que je suis copain avec Vassiliou. Il vous est monté dessus, vous avez gagné à Longchamp. Non, mais il monte encore très bien. Il monte très bien. Ah, toc, toc, il déboule. Qui frappe à ma porte, et c'est moi, la Charlotte, est-ce toi ma bien-aimée? Oui, c'est moi, la Charlotte, je viens chercher ma culotte. C'est un vrai poète aussi, Vassiliou, hein, monsieur Sabatier? Je connais pas. Ah, vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est un poète du 12e aussi, mais du 12e arrondissement, peut-être que... Oui. Alors, il y a eu dernièrement en Grèce un malaise social qui vous a peut-être échappé, mais sur lequel j'aimerais que nous revenions. C'est la grève des diplomates. Des diplomates qui ne s'estimaient pas assez rétribués et qui, depuis 15 jours, ont suspendu toutes leurs activités et qui défilent dans les rues. Alors, pour savoir le fin mot de cette histoire, j'ai appelé Claude de Kemoularia, qui est ambassadeur de France, qui a longtemps été le conseiller diplomatique du gouvernement et qui est aujourd'hui, merci monsieur l'ambassadeur, celui des grosses têtes. Bonjour. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Alors, est-ce que les diplomates français auraient pu mener une telle action? Écoutez, ma première réponse d'abord, cher Philippe, c'est que les diplomates grecs, qui sont en général de bonne qualité, ont voulu profiter du beau temps de la Grèce pour aller se baigner. Ah oui, oui. Mais si nous parlons de la France, les diplomates français, d'abord, sont fonctionnaires, et deuxièmement, à ma connaissance, ne se sont jamais mis en grève. Et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. Par contre, ce qui peut être arrivé une fois, je crois, c'est que ceux qui font le chiffre ont manifesté et ont commencé une grève, non pas du tout pour des questions de paiement, mais tout simplement pour des questions de statut. C'est un phénomène tout à fait rare qui n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire ce sont ceux qui déchiffrent les messages codés. Exactement. Oui, et nos diplomates sont de bonne qualité et ne se mettent pas en grève. En tout cas, je me suis renseigné en entendant cette information sur les diplomates grecs, et il se vérifie qu'ils n'ont jamais été en grève. Et alors, je ne pense pas que ce soit dans leur état d'esprit. Sûrement pas, parce que j'ai fait faire des recherches pour savoir s'il y avait un syndicat des diplomates au Quai d'Orsay. Apparemment, il n'y en a pas. Oui, alors ça, écoutez, je pense quand même qu'il y a des organisations syndicales, mais... Mais alors attendez, est-ce que le sort matériel des diplomates français est plus enviable que celui des diplomates grecs? Écoutez, ça, je suis dans la capacité de vous dire, mais je peux vous donner un exemple. Ils ont peut-être moins mal au cul. Il se trouvait que lorsque j'étais le représentant de la France au Conseil de sécurité, chef de délégation il y a quelques années aux Nations Unies, le dollar était monté très haut par rapport au franc, puisque c'était 10 $ pour un franc. Et il est certain qu'il y avait un malaise en ce qui concerne le personnel diplomatique, car ça devenait un petit peu pesant. Je dois dire que le gouvernement s'en est préoccupé à l'époque et a fait des augmentations nécessaires pour pouvoir ajuster. Mais il y avait déjà un vent de... C'est la première fois que j'ai vu un vent de contestation. Comme vous savez, Philippe, j'ai pas fait toute ma carrière au Quai d'Orsay, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais enfin, je crois vous dire la vérité. Bon, en tout cas, ce sont pas des cas sociaux, nos diplomates. Écoutez, j'entends sourire en disant ça. Écoutez, il ne faut pas croire que nos diplomates soient bien payés. Ce serait une erreur. En vérité, c'est quand ils sont à l'étranger
ils bénéficient à ce moment-là d'une aide qui leur permet de bien représenter la France. Mais je vais vous demander, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vos soirées sont toujours très réussies grâce à Ferrero Rocher? Écoutez, alors ça, je me tairai sur ce point. En tout cas, merci Claude de Kemoularia. On ne s'inquiète pas pour les diplomates français et on n'envisage pas qu'ils défilent dans la rue, ce qui serait de mauvais effet. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait eu un défilé des agents secrets à Berlin parce qu'ils s'estimaient mécontents de leur sort. Oui, en tout cas, je ne pense pas que les agents étaient français à ce moment-là. Vous savez, le problème de l'agent secret, c'est un manque de reconnaissance. Merci et bravo. Cher Philippe, et bravo pour vous. Philippe Bouvard, à ses côtés aujourd'hui, Robert Sabatier, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Michel Galabru, Bernard Mabille et Amanda Lear. Quelle est, demande monsieur Clément d'Amiens, la particularité de la forme de sexualité appelée tantrisme? On ne se touche pas. Il n'y a pas copulation. Voilà. Comment? Si. Non. Non. Là, vous êtes fait avoir. Non, moi j'avais compris que c'était au contraire ceux qui pouvaient rester en érection pendant très très longtemps. Ah non. Il n'y a pas copulation, il n'y a pas pénétration ni éjaculation. Alors ça sert à quoi? Eh bien, il y a des caresses qui doivent mener à la méditation. Voilà. Oui. Ah, c'est monacal, dites donc, comme pratique. Hein. Vous connaissiez pas ça, hein, Le monsieur? tantrisme aussi. Si. Mais vous le pratiquez pas? Non, pas du tout. Non. Pour vous, tout. Il faut être plusieurs pour le pratiquer. Ah, en plus? Pourquoi? Parce que chacun le pratique, mais en compagnie des autres, le tantrisme. Ah bon, on se touche à plusieurs? Non, chacun se touche lui-même. Ah non. Il faut être plusieurs. On se caresse. Hein. On peut se caresser mutuellement. On n'est pas obligé de se caresser je crois seul. pas. Peut-être que vous avez découvert le tantrisme un jour. J'avais une amie qui m'a dit un jour, je pratique le tantrisme, et qui m'expliquait ce qu'elle faisait. Et ils se mettaient à plusieurs dans une chambre et chacun se caresse. C'était une flemmarde, hein, pour moi. Une fois qu'on a levé les couleurs, qu'est-ce qu'on fait? On se met à l'abat-jour dessus, on le monte en lampe. C'est très à la mode en tout cas. Ah bon? Oui, il y avait le chanteur, comment il s'appelait là Sting, mais justement, voilà, oui, mais ça j'avais compris, moi, que Sting restait arrivé pendant, il disait 6 ou 7 heures d'affilée. Oui. Ça doit faire loucher au bout d'un moment si t'es bien rentré. Ah, au bout du fil, l'auditrice du jour, Daniel Richter, qui habite Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe. C'est gentil à vous de nous appeler. Ah, mais moi, c'est un grand plaisir de vous appeler aussi. Parce qu'en fait, j'ai une chose à vous dire, c'est que ça fait très très longtemps que je vous admire. Mais à qui vous parlez là? À moi? Oh non, c'est trop, madame, c'est trop. Mais là, vous savez que les grosses têtes, c'est une entreprise collective, hein? Oui, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je prenais les transports en commun pour aller travailler. Oui. Et lorsque je rentrais le soir du haut de mon bus, je voyais des gens, des conducteurs ou des conductrices qui s'éclataient au volant. C'est l'avantage de la voiture individuelle sur le transport en commun, c'est qu'on peut écouter les grosses têtes. Et voilà, et moi je me disais, je ne peux pas les écouter parce que franchement, écouter les grosses têtes dans un bus, non, c'est pas possible. Non, c'est pas On m'aurait pris pour possible. une folle. Donc maintenant, vous avez vos après-midi disponibles. Voilà, et j'organise mes sorties en général en fonction des grosses têtes, de façon à pouvoir écouter. Eh bien, c'est très gentil. Mon filou chéri. C'est... elle sait parler aux hommes, hein. C'est l'auditrice de La Rochelle qui va être jalouse. Ah là là. Vous avez une ouverture à 50 ans en Yvelines. J'en ai 2 dans mon club. Voilà, oui, mais je trouve que vous parlez beaucoup de cette dame de Condé-sur-Noireau. Hein. Je suis très Non, jalouse. ça c'est La Rochelle. C'est une dame qui m'a aperçu de dos et qui ne l'a jamais oublié. Ah, moi, j'aime mieux de face parce que j'aime beaucoup vos yeux bleus. Madame. Il l'a payé combien pour qu'elle dise ça au téléphone? Je voulais raccrocher parce que c'est l'heure, mais j'aimerais bien qu'on bavarde encore quelques instants. C'est son tantrisme à lui. Ah oui, j'ai entendu ça en attendant. Ah, vous pouvez pas savoir comme vous m'avez remonté le moral. Merci à vous. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
Ah, ça fait du bien, c'est une espèce de Viagra sonore. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis, je voudrais que Amanda Lear réponde à une question artistique de Madame Douchy de la Varenne. Voilà. Oui. Naguère, quel procédé les Chinois utilisaient-ils pour patiner l'ivoire poli afin d'accentuer ses reliefs? C'était une espèce de vieillissement artificiel. L'urine. Non, mais qui recourait à l'anatomie humaine. Ils se servaient d'une partie de leur corps pour faire briller leur Exactement. Ils se le frottaient quelque part. Ils suspendaient l'objet à vieillir dans un endroit que vous allez me décrire. Le fion. Peut-être dans la cuisine, non, au-dessus de la vapeur. Ça fait pas tellement partie de l'anatomie humaine, la cuisine. Hein. Entre les seins. Oui. Alors, entre les seins d'une femme qui en avait des gros. Oui, bien sûr. Qui avait du lait. Qui allaitait. Qui allaitait. On n'était pas loin. Exactement. Eh oui. Et ça servait à quoi déjà? Et ça faisait vieillir l'ivoire. Eh ben, Loana pourrait faire vieillir l'ivoire. Voilà un avenir pour cette jeune fille. C'était une question un peu difficile à laquelle il a été bien répondu d'une façon collégiale et j'ajouterais pour être galant mixte. Non, moi je sais que beaucoup d'antiquaires, pour vieillir des toiles ou des meubles, des choses comme ça, ils font pipi. Ça, oui, c'est oui, vrai. oui. J'attaque l'armoire normande, mais là, il y a du boulot. Bah, va acheter. Engage un éléphant. Dernière citation qui vient de Digne, grâce à Madame Laporte, qui a dit, et elle a dédié cette citation à Robert Sabatier, qui a dit: la maturité, c'est l'âge où on cesse de se demander « saurais-je résister à la tentation ?» pour commencer à se dire « est-ce que je ne laisse pas échapper une occasion ?» C'est quelqu'un que vous avez dû connaître, qui appartenait à l'autre académie. Marcel Achard, Marcel Pagnol. Non, c'était un homme qui avait plusieurs casquettes. Jean Rostand. Jean Rostand. Bonne réponse de Robert Sabatier, qui a été notre invité d'honneur. Bravo, merci, à demain.